on a appris à manipuler différents repères, le repère cartésien et le repère cylindrique, à ensuite déterminer les forces qui s'exercent sur un système et à les projeter dans la base du repère qu'on a décidé d'utiliser. Et maintenant, on va pouvoir relier tout ça avec le principe fondamental de la dynamique qui va nous permettre de mettre en place une méthode générale avec laquelle on pourra résoudre n'importe quel problème de mécanique, n'importe lequel. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre un problème de mécanique? Eh bien, en général, ça veut dire trouver son équation, ça veut dire trouver l'équation du mouvement d'un système. Par exemple, celui qu'on va résoudre aujourd'hui, à titre d'exemple, ça va être, on va terminer notre épopée avec le pendule simple. Donc, on le rappelle, c'est un point M de masse petit m qui est relié à une extrémité O qui est fixée par un fil de longueur L inextensible, et il forme un angle θ avec l'axe vertical. Notre objectif dans notre exercice, et ça va être le même pour la plupart des problèmes de mécanique, ça va être de déterminer l'équation du mouvement du point M. Autrement dit, on a un certain angle θ, et on va chercher à voir comment est-ce qu'il évolue en fonction du temps. Au bout de 1 seconde, à combien va être notre angle θ, au bout de 2 secondes, à combien il sera, etc. Avec ça, on connaîtra intégralement le mouvement de notre point M. Ça, c'est l'objectif de la mécanique. Pour ça, on va donc utiliser tout ce qu'on a vu au cours des différentes vidéos à l'aide de ce que j'ai appelé la méthode dynamique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça base sur le principe fondamental de la dynamique, justement. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va utiliser tout ce qu'on a appris en cinématique et on va choisir un repère. Donc, on rappelle que un repère, pour l'instant, on en connaît deux. On a le repère cartésien, qui est constitué des coordonnées x, y, z et de la base de vecteurs i, j, k, et les coordonnées cylindriques ou bien polaires, qui sont constituées des coordonnées r, θ et z, donc z comme en coordonnées cartésiennes, et de la base de vecteurs UR, Uθ et K. K là aussi comme en coordonnées cartésiennes. En connaissant ce repère, on va déterminer les différentes coordonnées cinématiques de notre système, en particulier l'accélération. Donc ça voudra dire on va faire comme on a vu en cours de cinématique, on va dériver notre vecteur position jusqu'à obtenir l'accélération dans le système de coordonnées qu'on a décidé d'utiliser. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, ce sera de déterminer l'ensemble des forces qui s'exercent sur notre système. Donc les forces, on a déjà vu qu'il pouvait y en avoir plusieurs. En général, il y aura presque forcément de poids qui va s'exercer sur notre système, donc ça va être le premier à écrire. On verra lesquels on néglige, etc. Par exemple, en général, les frottements sont des forces qui sont négligeables. Une fois qu'on a fait ça, il faudra qu'on projette ces forces dans la base de vecteurs qu'on a choisi. Si par exemple on a décidé dans la première étape qu'on travaillait en coordonnées cylindriques, eh bien on écrira nos forces en coordonnées cylindriques. On projettera nos forces en fait sur la base cylindrique. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a utilisé d'abord la partie cinématique pour déterminer l'accélération, puis la partie statique pour déterminer les forces, et maintenant on va relier tout ça avec la pierre angulaire de notre méthode, le principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que les forces qui s'exercent sur notre système, et qu'on a trouvé à l'étape 2, sont égales à la masse de notre système fois son accélération, qu'on a trouvé à l'étape 1. Une fois qu'on a fait ça, ça nous donne une grande équation, une équation vectorielle, un vecteur est égal à un autre vecteur, et à partir de là, il nous restera juste à projeter cette équation sur nos différents axes. Et donc à dire, quand on aura tout écrit dans la même base, après avec les deux premières étapes, il nous restera juste à dire que la première composante du vecteur est égale à la première composante de l'autre vecteur, et pareil pour les deuxième et troisième composantes. Et ça nous fera donc trois équations du mouvement, ou bien deux si on travaille en deux dimensions, comme on va le faire ici. Voilà, ça c'est la méthode dynamique, et on va l'appliquer tout de suite pour notre pendule. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Première étape, on détermine le repère qu'on va utiliser. Le repère, on rappelle qu'on est totalement libre d'utiliser celui qu'on veut. Ça, on peut travailler soit en repère cartésien, soit en repère cylindrique. Ce serait mieux ici de dire polaire, puisque notre pendule est en deux dimensions. Donc le repère cartésien, qu'est-ce que ça serait? Eh bien ça serait de mettre un vecteur i ici, et puis on pourrait mettre un vecteur j, soit comme ça, peu importe. En général, on préférerait l'écrire comme ça, j, puisque c'est directement dans le sens de notre problème. Donc on pourrait utiliser le repère cartésien. Mais ici, ça c'est un coup qu'on va apprendre progressivement à prendre en main, mais en raison des symétries du problème, ça sera plus pratique de travailler en coordonnées polaires. Pourquoi? Puisque on voit plus ou moins que notre pendule va effectuer un mouvement qui sera circulaire, et on sait que les coordonnées polaires sont plus utiles pour les mouvements circulaires. Une raison qui est moins intuitive et plus mathématique, c'est que si jamais on décide de prendre les coordonnées polaires, et bien notre première coordonnée, le rayon, donc la distance entre O et M, ça sera la longueur L du fil. Comme le fil est inextensible, cette longueur est une constante. Et en général, quand on a une coordonnée pour laquelle une des coordonnées est constante, c'est extrêmement pratique. Donc ici, on va travailler en coordonnées polaires. Et bien en plus de ça, la deuxième coordonnée, donc le θ, c'est celle dont on cherche justement à déterminer son évolution en fonction du temps.
Donc ici, on va utiliser les coordonnées polaires. Elles sont constituées du vecteur UR qui va de O vers M. Donc là, si vous avez un peu de difficulté avec ça, je vous invite à regarder les vidéos et les replays de cinématique. On a donc le vecteur UR qui va de O vers M. Je pourrais l'écrire comme ça, mais je vais décider de l'écrire comme ça pour un peu plus de lisibilité. Et le vecteur Uθ qui va être perpendiculaire à UR et qui s'écrit comme ça. Attention, l'orientation est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on travaille en coordonnées, lorsqu'on écrit les vecteurs de la base cylindrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a décidé que notre repère cartésien, on travaille entre guillemets la tête en bas, et donc la façon dont on écrit la base UR, Uθ, d'ailleurs j'ai écrit 2 fois UR ici, et bien ça va changer un petit peu d'orientation. Le dessin usuel qu'on voit normalement, c'est celui-là. I, J, UR et Uθ. Voilà. Ok, donc voilà ce qu'on a. Et donc ici, on a juste renversé le dessin pour écrire nos coordonnées ici. Ok, super. Donc là, on a notre repère. Et maintenant, il nous suffit juste de trouver les coordonnées cinématiques de notre point. En l'occurrence, ici, on cherche à déterminer son accélération pour pouvoir l'appliquer dans le principe fondamental de la dynamique. Alors comment on fait ça? Là aussi, on se base sur ce qu'on a fait en vidéo cinématique. Donc, on écrit déjà que le vecteur OM, le vecteur position, à quoi est-ce qu'il va être égal? Eh bien, pour aller de O vers M, comment on fait? Eh bien, on va avancer d'une certaine longueur L dans la direction UR, comme ça. Autrement dit, le vecteur position OM est égal à L fois UR. Voilà, ça rejoint ce qu'on avait dit dans le cas des coordonnées polaires. Ensuite, pour trouver la vitesse, et pour ensuite trouver l'accélération, on va donc dériver ce vecteur position. Là, on rappelle ce qu'on a fait, on fait une intégration par partie. On doit une intégration par partie, excusez-moi. Là, j'avance un petit peu dans notre cours de maths. Plutôt, on va dériver tout ça, donc on va dériver un produit. Et autrement dit, il faut qu'on dise que la dérivée d'un produit de deux fonctions UV, c'est égal à U'V plus UV'. C'est ce qu'on va faire ici. La dérivée de LUR, ça va être égal à L point UR plus LUR point. Voilà. Ici, comme on a donc quand on met un point, ça veut dire qu'on dérive. Ça veut dire qu'on dérive en fait par rapport au temps. Comme on est en physique, on peut dériver par rapport. Il peut y avoir plusieurs variables par lesquelles on dérive. Et ici, le point par convention, c'est la notation qu'on utilise pour dire la dérivée par rapport au temps. C'est le signe d sur dt qu'on abrège comme ça. Ici, comme la longueur L est une constante, la dérivée d'une constante, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0. Autrement dit, L point vaut 0, donc cette composante-là est nulle. Et on avait démontré dans notre vidéo de cinématique que la dérivée du vecteur UR, autrement dit UR point, c'était égal à Uθ. Je vais l'écrire ici. On avait montré en projetant tout dans la base cartésienne que UR point était égal à Uθ fois θ point. Voilà. Autrement dit, la vitesse va être égale à juste cette composante-là, donc L fois UR point, donc fois θ point, Uθ. Avec donc θ qui est l'angle dont on cherche à donner son évolution en fonction du temps, et θ point qui est donc sa dérivée. Ok, maintenant il nous reste juste à trouver l'accélération en dérivant encore une fois. Donc on va dériver un produit de 3 termes, on pourrait dire UVW, et là on peut dire que, comme c'est aussi une dérivée produit, ça va être égal à U'VW plus UV'W plus UVW'. Ce qu'on a dit pour ce qu'on a dit pour une dérivée avec un seul produit, ça se généralise avec autant de produits qu'on veut. Alors, donc ça sera donc égal à L point θ Uθ, plus, maintenant on dérive le deuxième terme, et excusez-moi, j'avais oublié, il y avait déjà un point ici. Donc là, pour l'instant, on a mis une dérivée sur le L. Maintenant, la dérivée, on va la faire passer sur le θ point. Autrement dit, ça nous donne Lθ point, point encore une fois, on redérive Uθ. Plus, maintenant, on fait passer la dérivée sur le troisième composante, donc sur le vecteur Uθ, Lθ point, Uθ point. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a montré dans notre cours de cinématique, c'est que Uθ point, c'était égal à quoi? C'était égal à moins θ point UR. Uθ point est égal à moins θ point UR. Voilà. On a donc réussi à exprimer l'accélération dans notre système de coordonnées. Ici, encore une fois, de la même façon qu'avant, eh bien, on a cette composante-là qui est nulle, puisque L est une constante, donc L point est égal à 0, et donc on peut supprimer ça. Ça, c'est vrai seulement dans le cas particulier du pendule, puisque ici, donc, on a dit que notre rayon était une constante. Normalement, on aurait toujours un terme en R point qui resterait. Et à cause de ce qu'on avait ici et qu'on avait supprimé, on aurait même un terme en R point. Maintenant, mais dans notre cas particulier, on a donc L qui est une constante.
Et donc maintenant, on va juste réécrire ça un peu plus joliment. Ça nous donne L θ point point Uθ moins L θ point carré UR. Pourquoi θ point carré? Puisqu'on avait dit que Uθ était égal à moins θ point UR. Autrement dit, si on a un moins qui est arrivé, on a un θ point fois θ point qui est arrivé, et le Uθ est devenu un UR. Voilà, on a donc réussi à trouver l'accélération, et ça c'était notre première étape. Donc, on va l'écrire tout en haut. On a donc que l'accélération est égale à L θ point point Uθ moins L θ point carré UR. Et donc on a complété notre première étape. Maintenant, il va falloir qu'on détermine l'ensemble des forces qui s'exercent sur notre pendule. Ça, on l'avait également fait dans la vidéo précédente. Les forces qui vont s'exercer, déjà, le pendule, le point M va être soumis à son propre poids. Ça, c'est vrai quasiment tout le temps, à moins qu'on travaille dans l'espace, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de champ de pesanteur, ou bien si on travaille avec des particules de matière, et dans ce cas-là, en général, on négligera les effets de la gravitation. Mais dans quasiment tous les cas, on aura le poids qui va être présent. Donc on va l'écrire ici. Le poids, c'est un vecteur qui est toujours dirigé vers le bas, qui aura pour norme, et qui s'écrira aussi m fois l'accélération du champ de pesanteur g, avec g qui est un vecteur dirigé vers le bas comme ça, et qui manifeste le fait que la Terre exerce un champ d'attraction qui nous attire vers le centre. Ici, comme on travaille dans un espace restreint, eh bien on peut supposer que notre sol est plat, et que donc on est attiré comme ça, et que donc on a tout qui est dirigé vers le bas. Et autre chose qu'on peut écrire encore une fois pour simplifier, c'est que comme on a G qui est dans le même sens que J, le vecteur ici, qui est dans la même direction, eh bien on peut dire que c'est égal à M fois G, qui serait la norme du vecteur G ici, et qui vaut environ 9,81 mètres secondes moins 2. Ça, c'est quelque chose qu'on a montré expérimentalement, qu'on a mesuré expérimentalement, fois du coup le vecteur G. Voilà, encore une fois ici, le choix de l'orientation, le choix du sens de ce vecteur-là n'a pas vraiment d'importance. Si on avait décidé de l'écrire plutôt vers le haut comme ça, eh bien on aurait juste un moins qui serait arrivé ici, puisque G et J auraient eu un sens opposé. Mais ici on trouve que le poids est égal à M fois G fois J. Voilà. Ok, donc ça c'est la première force qui s'exerce. Si jamais c'était la seule force qu'il y avait, eh bien notre point ne ferait que de tomber, comme ça. Mais quelque chose dont on a intuitivement l'idée, c'est que il va pas vraiment tomber notre point. Il va aussi y avoir une autre force qui va le retenir et qui va faire un mouvement de cette façon-là. Qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être le fil ici qui le retient. Il va exercer une force qu'on appelle la tension, comme ça. On écrit en général T avec un vecteur. Et qu'est-ce qu'on sait sur cette tension? Pas grand-chose. On sait juste qu'elle est dans le même sens que UR, dans la même direction que UR, il vaudrait mieux dire. Direction et sens sont deux termes qui ont un sens, c'est le cas de le dire, légèrement différent. Donc on sait juste que la tension est dans la direction de UR, et on ne connaît pas sa norme, donc on va écrire que c'est une certaine norme T. Voilà. Et comme ça a un sens opposé, on va décider de mettre un moins ici. Voilà. Autrement dit, la tension s'écrit moins TUR. On connaît sa direction, donc dans la même direction que UR. On connaît son sens, opposé par à UR, c'est pour ça qu'on met un moins. Et on ne connaît pas sa norme, du coup on va juste mettre un signe T en disant que T c'est égal à la norme de cette force. Voilà, donc on peut dire que c'est une inconnue de notre problème. De la même façon que θ est une autre inconnue de notre problème. Ok, donc là on a déterminé les deux forces qui vont s'exercer sur notre système, et on voit en quelque sorte qu'on les a déjà projetées. C'est-à-dire qu'on a la tension qui est déjà projetée dans la base UR Uθ, qui est donc la base cylindrique. Pourquoi? Puisque on a T qui est écrit en fonction de UR, donc ça veut dire qu'on a bien écrit dans la bonne base de vecteurs. Et on a le poids qu'on a projeté dans la base cartésienne. On a écrit que le poids était égal à M fois G fois J. Autrement dit, avec J qui est l'un des vecteurs de la base cartésienne. Autrement dit, nos deux vecteurs sont déjà projetés. Problème, ils ne sont pas projetés dans la même base. Et nous, on a dit que c'était très important que tous les vecteurs soient projetés dans la même base de vecteurs pour qu'on puisse faire des additions sur eux, pour qu'on puisse identifier leurs composantes une à une, etc. Donc ici, on a le choix. Soit on va projeter le vecteur t dans la base cartésienne, donc écrire t en fonction des vecteurs i et j, soit on va projeter le vecteur p dans la base polaire, ou base cylindrique, c'est-à-dire écrire le poids en fonction de UR et Uθ. Les deux choix sont équivalents, mais ici on a dit qu'on allait travailler dans le repère polaire ou cylindrique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on avait dit à l'étape 1. Autrement dit, on a dit que ça nous faciliterait les calculs. Vous pouvez me faire confiance à ce niveau-là, on verra après pourquoi ça va être le cas. Donc, on va donc projeter le poids dans la base polaire. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les projections de vecteurs.
Et donc, on va projeter ce vecteur-là, dans la base de UR et Uθ. Pour ça, la première chose qu'il nous faut, c'est un angle. Alors, on a un angle θ ici qui est entre la verticale et le fil. Et ça veut dire que ici, entre le fil et la verticale, il va y avoir le même angle θ. Ici. Voilà. Donc, on a un angle θ qui est ici. On va donc maintenant projeter le poids en fonction de UR et Uθ. Comment est-ce qu'on fait? On identifie qu'est-ce qui va être le vecteur adjacent, autrement dit le vecteur collé entre guillemets à l'angle, et ça va être le vecteur UR. C'est le vecteur UR qui est relié au vecteur P via l'angle θ qui est ici. Donc lui, on va l'appeler le vecteur adjacent, et le vecteur Uθ, on va l'appeler le vecteur opposé. Voilà. Alors, attendez juste. Là, pour les personnes qui ont été attentives à la dernière vidéo, vous voyez que j'ai un problème. C'est que le vecteur Uθ qui est ici, je l'ai écrit dans le mauvais sens. En fait, le vecteur Uθ, si jamais on décide de travailler la tête en bas comme ça, eh bien, il ne sera pas dans ce sens. Il ne sera pas dans ce sens-là, mais il sera plutôt dans le sens opposé. Le vecteur Uθ est écrit de cette façon-là. Ça, c'est une erreur classique que je fais tout le temps à chaque fois que j'écris le pendule. En fait, comme on travaille la tête en bas, entre guillemets, eh bien, le vecteur Uθ, il va être dirigé comme ça. Voilà. Donc là, on a un petit problème. Heureusement qu'on n'a pas commencé les projections tout de suite. Et ça veut dire que ici, en fait, le vecteur qui va être opposé, le vecteur opposé, ça va être pas Uθ, mais plutôt moins Uθ. Voilà, c'est bon. Là, la raison pour laquelle le vecteur Uθ est comme ça, c'est juste parce que par convention, quand on avait présenté les coordonnées polaires, eh bien, on avait dit qu'elle présentait cette orientation-là par rapport à la base cartésienne. Voilà. Donc on a le vecteur Uθ qui est là et le vecteur moins Uθ qui est ici. On va projeter le poids en fonction de UR et du vecteur moins Uθ, ce sont les deux vecteurs qui vont encadrer notre vecteur. Et donc là, la relation qu'on avait établie, la formule qu'on avait établie, c'est que le poids qui était ici, il allait être égal à cosinus de θ fois le vecteur adjacent, plus sinus de θ fois le vecteur opposé. Donc on va l'écrire ici. Le poids est égal à cos θ fois le vecteur adjacent, donc c'est-à-dire fois UR, plus sin θ fois le vecteur moins Uθ. Autrement dit, moins sin θ fois Uθ. Voilà. On a réussi à projeter le poids. Et comme ce n'est pas un vecteur unitaire, comme il a une certaine norme, eh bien, on va multiplier tout ça par sa norme. Autrement dit, par mg. mg. Et voilà, on a réussi à projeter le poids. Ce qu'on vient de dire ici, c'est dans la vidéo précédente, la vidéo qui concerne les projections. Et on avait établi cette méthode en se basant sur le cercle chronométrique. Voilà. Ici, la raison pour laquelle j'ai pris le vecteur moins Uθ, c'est parce qu'il fallait prendre deux vecteurs qui formaient un angle droit et qui encadraient, entre guillemets, le vecteur qu'on cherchait à projeter. Donc, on a réussi à projeter le poids, et on avait la tension qui était déjà dans la bonne base. On avait que T était égal à moins T fois UR. Voilà. Et donc, nos deux vecteurs sont projetés dans la base UR, Uθ. Là, on a donc réussi à déterminer les forces qui allaient s'exercer. Ok. À ce niveau-là, on va juste faire parler les calculs, on ne va plus avoir besoin de notre schéma, puisqu'on va pouvoir passer à la dernière étape qui va être le PFD. Maintenant qu'on a fait toute la partie physique, on a juste à mettre tout ça en équation, et puis on verra que nos équations du mouvement vont apparaître toutes seules. Donc, je vais écrire ça ici. On a que les forces, je vais juste le retranscrire ici pour qu'on ait plus de place. P est égal à mg cos θ UR moins sin θ Uθ. Voilà. Je rappelle que quand on met cosinus de θ, normalement il faudrait qu'on mette le θ ici entre parenthèses. Parce qu'on dit que c'est le cosinus de θ fois le vecteur UR. Mais donc ça peut porter aux confusions au départ. Il faut faire attention à ne pas se dire que c'est cosinus de entre parenthèses θ UR. Ici c'est juste pour alléger l'écriture qu'on nommait la parenthèse. On avait donc cette force là. Et on avait la tension T qui était égale à moins T UR. Une autre remarque, c'est qu'on aurait également pu inclure d'autres forces, comme par exemple les frottements qui auraient pu s'exercer, qui normalement sont toujours présents, mais ils sont également toujours, enfin presque toujours négligeables. Ils vont exercer, la norme de cette force va être tellement faible qu'en général on peut se permettre de la négliger. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas écrit les frottements qui s'exerçaient. Mais c'était également valable, on aurait pu les écrire. On verra au deuxième semestre, dans le chapitre sur les oscillateurs harmoniques, et plus précisément les oscillateurs harmoniques amortis, que ça donnera lieu à une équation du mouvement plus compliquée, mais qu'on peut quand même résoudre. Donc, on a déterminé
grâce à la première étape, on a déterminé l'accélération, donc la partie cinématique de notre point. Et grâce à la deuxième étape, on a déterminé toutes les forces qui s'exerçaient sur ce point. Autrement dit, toute la partie statique. Et maintenant, on va relier les deux grâce au PFD. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, on va écrire ça comme ça. On va juste prendre ça, et on va dire que c'est égal à la masse fois ce truc-là. On va faire ça tout de suite. Donc, on y va. Ça, c'est la troisième étape. On écrit donc que P plus T est égal à la masse fois l'accélération. Autrement dit, maintenant, on réécrit tout ce qu'on a trouvé au fil des deux premières étapes. On a donc que mg facteur de cos θ UR moins sin θ Uθ va être moins TUR, donc plus la tension, va être égal à la masse fois l'accélération qu'on avait déterminée ici. Donc fois L θ point point Uθ moins L θ point carré UR. Voilà, là c'était notre troisième étape, et donc on a réussi grâce à ça à trouver notre grande équation, l'équation du pendule. Ok, c'est super, mais ici c'est une équation vectorielle, autrement dit on a un vecteur, tout ça, qui est égal à un autre vecteur, celui-là. Une façon plus simple de manipuler l'équation, ça va être de projeter ces différentes composantes. Autrement dit, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que deux vecteurs sont égaux, si et seulement si leurs composantes sont toutes égales. Ça veut dire que ici, la première composante de ce vecteur va être égale à la première composante de ce vecteur, la deuxième composante à la deuxième composante, etc. etc. Enfin pareil pour la troisième. Ok. Autrement dit, ici, on peut écrire que la composante en UR ici va valoir la composante en UR ici. Ça, c'est ce qu'on appelle justement faire une projection. On va l'écrire. La composante en UR, qu'est-ce que c'est ici? Ça va être mg cos θ, voilà, et moins t. Voilà, ça c'est toutes les composantes qui sont portées par le vecteur UR. mg cos θ moins t. Là, donc, c'était tous les vecteurs qui étaient multipliés par UR. Ici et ici. Une autre façon dont on peut le voir, c'est que on peut faire un produit scalaire, on multiplie toute cette équation-là par UR, et donc on multiplie toute cette partie-là de l'équation par UR aussi. On a UR scalaire UR qui est égal à 1, et Uθ scalaire UR qui est égal à 0. Donc ici, on peut aussi le voir comme ça, on peut dire qu'on a fait un produit scalaire ici. Voilà, donc mg cos θ moins t qui était ici, c'était la composante selon UR, ça va être égal à la composante selon UR qui est ici. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? Ça va être m fois pas ce truc là puisque lui est selon Uθ, mais fois ce truc là qui est selon UR, donc moins m L θ point carré. Voilà, ça nous donne une équation du mouvement. Et cette équation va en fait nous permettre d'exprimer la tension. Ça va nous permettre de trouver la valeur de la tension en fonction de l'angle θ. Ok, super. Et même si c'est pas vraiment la tension qui nous intéresse. En fait, on va voir que c'est la deuxième équation du mouvement qui va donner la réponse à ce qu'on cherche. Donc, cette fois-ci, on écrit tout ce qui est selon Uθ. On y va, donc on a mg fois, pas ce truc-là, il était selon UR, mais plutôt fois ce truc-là. Ça nous fait donc moins mg sinus θ est égal à m fois maintenant cette composante-là. Donc m, l, θ point point. Et puis voilà. Ok, super. Maintenant, il nous reste juste à simplifier un petit peu cette équation. On va donc diviser par m de chaque côté. Et en général, ce qu'on aime bien, c'est mettre en quelque sorte tous les termes du même côté. Donc c'est ce qu'on va faire. On va juste faire passer, entre guillemets, le moins g sinus θ de l'autre côté. Ça nous donne L θ point point plus g sinus θ est égal à 0. Et une dernière chose, mais là, pour l'instant, c'est juste un souci esthétique qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien avoir un seul terme, on aime bien avoir le terme avec la plus haute dérivée qui soit tout seul, sans aucun coefficient devant. Comme ça, on le met en fait sous la forme de ce qu'on appelle une équation différentielle linéaire. Et c'est ça qu'on va apprendre à résoudre au deuxième semestre. Donc, on va juste diviser par L de chaque côté, et ça nous fait donc cette équation-là, qui est l'équation du mouvement de notre système. θ point point plus g sur L sinus θ est égal à 0. Voilà. Et là, on a terminé, on a trouvé l'équation qui régissait l'angle θ. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit pas comment θ se comporte en fonction du temps. Nous, ce qu'on aurait bien aimé faire, qui aurait normalement été la dernière étape, ça aurait été de résoudre cette équation-là, qu'on appelle une équation différentielle, pour à la fin trouver
θ est égal à un certain truc. Voilà. Et là, malheureusement, on ne peut pas le faire ici. On ne voit absolument pas comment résoudre cette équation. Et ça vient en partie du fait, déjà que c'est une équation qui fasse intervenir la fonction θ plus sa dérivée seconde, donc c'est ce qu'on appelle une équation différentielle, qui sont déjà plus difficiles à résoudre que les équations qu'on a l'habitude de résoudre. Et en plus de ça, c'est θ point point plus un terme en sinus de θ. Et ça, mathématiquement, c'est encore plus difficile à résoudre. On va ici donner quelques petits éléments qui nous permettront de voir comment est-ce qu'on pourra s'en sortir, et on développera un peu plus ça au second semestre. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser ce qu'on appelle l'approximation des petits angles. On est déjà un tout petit peu familier avec elle. Elle nous dit que sinus θ est environ égal à θ tant que notre pendule tant que l'angle de θ n'est pas trop grand. À ce moment-là, ça nous donnerait une équation de cette forme-là. Ça nous donnerait que θ point point plus g sur L θ est égal à 0 dans l'approximation des petits angles, avec donc sinus θ environ égal à θ. Voilà. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on ferait? On chercherait une fonction telle que si on l'additionne avec sa dérivée seconde, eh bien ça fasse 0. Et en fait, ça, quelque chose qu'on pourra montrer, c'est que la fonction cosinus fait ça. Je vous dis quelque chose, si jamais vous êtes à l'aise avec ces fonctions, ce qui n'est pas encore forcément le cas puisqu'on n'a pas trop l'habitude de les manipuler, eh bien on verrait que ça peut aussi se voir en les mettant dans cette équation. Et avec ça, on trouvera que θ est égal à cosinus de oméga t plus phi avec une certaine amplitude a comme ça. Et ensuite, ça sera encore de nouveau aux physiciens et puis aux mathématiciens de trouver combien valent les valeurs a et phi. Sachant que oméga serait égal, dans notre cas, à racine de g sur L. Tout ce qu'on a dit, à partir du moment où on a établi cette équation-là, c'est pas quelque chose qui est à savoir pour l'instant. On s'en servira au deuxième semestre pour résoudre ce qu'on appelle des équations harmoniques. Celle-là, par exemple, c'est l'une d'entre elles. Voilà, c'était donc la méthode pour résoudre un problème de mécanique. N'hésitez pas à l'utiliser pour n'importe quel problème où on vous demande de trouver une équation du mouvement. Après tout, c'est le but de la mécanique.